parole à Mathias Cavalier. Merci. Je veux d'abord vous remercier toutes et tous de vos interventions, vos témoignages. C'est vrai qu'en vous écoutant, on ne ressort pas indemne, mais il faut que ce soit dit, il faut que ce soit entendu, et chaque fois que à l'Assemblée, nos collègues qui interviennent, c'est vrai sur la santé, mais sur d'autres, apportent comme ça des témoignages de situations concrètes vécues. Vous avez les députés macronistes qui se mettent à hurler, contestant un monopole qu'on ne revendique même pas, de porter une parole de simplement la réalité du pays. Non, la situation en matière de santé ne va pas bien. Non, le pays ne va pas bien. Et le simple fait de le dire suscite parfois des réactions épidermiques, comme s'il y avait une réalité qu'on ne voulait pas voir parce qu'elle posait problème. En tout cas, on ne sortira pas indemne de vos témoignages, ça je vous le confirme. J'ai pris un certain nombre de notes et je pense que c'est dans la salle aussi. Parce que le fait de savoir ce qui se passe, c'est déjà en soi un acte de résistance. Je pense que ça, c'est important et que c'est le but aussi de cette soirée et de ce qui est fait que de le dire, et notamment ce que vous dites sur le sens. Au-delà même des chiffres, du nombre de personnel, etc., simplement dire que vous n'avez pas fait ces métiers-là pour le faire de cette façon-là, et que les soignants qui ont choisi ces métiers ne veulent pas être maltraitants. Ils ne veulent pas être non plus maltraités, et il ne faut pas qu'ils soient maltraités si on ne veut pas qu'ils soient maltraitants. Je pense que c'est un point central. Mais le sens, et cette question du sens du travail, on la retrouve partout, dans la santé, dans l'éducation, dans un nombre de métiers considérables, et des gens qui simplement disent qu'ils veulent non seulement pouvoir vivre, et bien vivre de leur travail, mais aussi bien vivre leur travail, et qui mettent les deux au même niveau d'importance. Non, la santé n'a pas à être rentable, ça a été dit, j'y reviens pas. La santé n'est pas une marchandise, c'est un besoin humain fondamental. Et si on veut mener une politique de santé efficace, il faut partir des besoins, c'est ce que nous répétons et ce que nous disons. Alors on nous dit souvent que ça coûte trop cher ce qu'on propose. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais simplement préciser que ce qui coûte cher, c'est ça. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir plus de malades. Des malades qui viennent se faire soigner plus tard, parce qu'ils n'avaient pas de médecin traitant, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un spécialiste ou se faire dépister suffisamment tôt. Et donc qui arrivent dans des situations de plus mauvais état, qui demandent une prise en charge plus lourde, plus coûteuse et parfois trop tardive pour qu'ils puissent s'en sortir dans de bonnes conditions. Ce qui coûte plus cher, c'est d'avoir confié la construction de l'hôpital de Saint-Nazaire à une entreprise privée via un bail emphytéotique. Ça aurait coûté moins cher de le faire sous une maîtrise publique et aujourd'hui d'avoir un hôpital qui ne serait pas dans la situation où il est, de devoir payer un loyer exorbitant, de ne pas pouvoir faire face au fonctionnement courant parce qu'il y a des malfaçons et de ne pas pouvoir en plus se projeter dans le développement parce qu'il est bloqué par le propriétaire qui refuse de s'engager sérieusement dans ces questions-là. Il y avait deux hôpitaux qui fonctionnaient comme ça, celui d'Evry et celui de Saint-Nazaire. Celui d'Evry, ils sont sortis de ce système quand Manuel Valls, ancien maire d'Evry, était devenu Premier ministre. Par contre, Saint-Nazaire n'a pas eu cet honneur. Mais on y travaille. C'est long, c'est laborieux, c'est dur, mais on y travaille, en tout cas, on fait le maximum qu'on peut pour interpeller le gouvernement, parce que c'est une décision qui ne peut que relever du gouvernement. Ce qui coûte plus cher, c'est d'avoir des complémentaires privés qui viennent faire doublon avec la sécurité sociale, qui ont des frais de fonctionnement plus importants que la sécurité sociale, et qui obligent, en quelque sorte, à devoir traiter deux fois les demandes de remboursement pour se rendre compte parfois qu'on est remboursé de quelques centimes ou quelques euros de plus à la fin. Ça coûterait moins cher d'avoir un système unifié de remboursement des soins, par exemple. C'est la démonstration qu'on a faite dans nos campagnes. Alors, c'est tellement évident que ça serait mieux de faire autrement qu'il y a quelqu'un qui l'a dit en mars 2020. Je vais vous lire la citation, puis vous allez me dire qui c'est. Ce que révèle cette pandémie de Covid, c'est que la santé gratuite, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.
Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Vous avez tous reconnu Emmanuel Macron. Eh bien, c'est pourtant un programme très clair. Alors nous, on a, je crois, porté un programme qui s'en rapportait. En tout cas, moi, c'est sur un programme de rupture avec cette organisation des soins que j'ai été élu. Mais clairement, on voit bien que ces paroles qui ont été tenues au moment de l'annonce du confinement avaient surtout pour but d'essayer de faire en sorte que tout le monde accepte le confinement sans trop se demander quelles en étaient les causes réelles, qui étaient l'incapacité de notre système de santé à faire face à une pandémie dont on découvrait l'ampleur et la gravité à ce moment-là. Donc, M. Macron nous dit en gros ce qu'il faut faire, le contraire de ce qu'il fait et de ce qui a été fait avant lui, notamment avec la loi Bachelot sous Sarkozy ou avec la loi Touraine sous François Hollande, pour ne reprendre que les exemples les plus récents. Il y a plein de collègues qui travaillent, pour ce qui est du groupe Insoumis, sur les questions. Alors si vous êtes plutôt sur la psychiatrie, Élise Le Boucher a présenté un petit bouquet d'amendements qu'elle a défendus sur la désertification médicale. Damien Maudet ou Adrien Clouet ont participé au travail transpartisan qui est mené par des députés de différents groupes, y compris des groupes macronistes, enfin des députés issus du groupe macroniste, mais pas les groupes macronistes au complet. Caroline Fiat, évidemment, sur la question des personnes âgées, de la situation dans les EHPAD. Donc, je vous renvoie plutôt vers eux si vous êtes en attente d'une précision très, très concrète sur ces situations-là. Mais globalement, quelques solutions à grands traits. D'abord, j'ai dit qu'il faut partir des besoins. On ne peut pas se résigner à ce qu'il y ait toujours plus de malades. Bien sûr qu'il y a le vieillissement, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on vive plus longtemps. Mais si on met bout à bout la question de la santé environnementale, la question de la malbouffe, la question de la souffrance au travail, ça a été dit, la question du report de l'âge de la retraite qui va entraîner mécaniquement une dégradation des conditions de santé des salariés qui devront rester plus longtemps au travail alors qu'ils sont déjà usés. Combien d'autres situations, l'exposition aux substances chimiques, les maladies professionnelles, l'absence totale de moyens pour la médecine scolaire en matière de prévention. Il y a là déjà un gisement considérable, j'allais dire d'économie, mais d'économie qui serait un mieux-être pour la santé de nos concitoyens. Et celle-là, on n'en parle pas. On parle de combien de personnel on peut supprimer, mais on ne parle pas de comment on fait pour que les gens aient moins besoin d'aller voir un médecin. Je pense que c'est là déjà un premier point auquel on ne doit pas renoncer si on veut vraiment mettre au cœur la question de la santé publique et de la santé de nos concitoyens. Moins de malades, autant que possible, évidemment. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Plus de services publics, ça a été dit. Plus de formation. Et peut-être qu'il faudra créer de nouveaux, alors peut-être que ça ne sera pas des CHU, mais des nouveaux établissements universitaires pour former plus de médecins dont nous avons besoin si on ne veut pas attendre 2040. Et que certains territoires doivent prendre en place dans ces dispositifs universitaires de formation des médecins, alors qu'aujourd'hui ils ne le sont pas. Pourquoi dans une région comme les Pays de la Loire, il n'y aurait que Nantes et Angers qui seraient des CHU? Peut-être que pour la médecine générale, compte tenu de la situation particulière de certains territoires dans notre région, la Mayenne, la Sarthe, le pays de Châteaubriand ou d'autres endroits, il y a la légitimité d'avoir plus de places de formation de médecins. Et oui, ça demande des sous. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de numerus clausus, on peut en former autant qu'on veut, s'il n'y a toujours pas plus de places dans l'amphi, pas plus d'enseignants pour les former, à la fin, numerus clausus ou pas, vous n'en avez pas plus qui sort. Donc il faut poser cette question, et je rejoins ce qui a été dit sur Parcoursup. La question de la régulation de l'installation des médecins, elle est indispensable. Il y a un travail transpartisan qui est fait à l'Assemblée. Il y a une proposition de loi transpartisane qui a été déposée. Il y a un amendement transpartisan qui a été déposé et qui a été battu. Battu pourquoi? Parce que les groupes macronistes, dans leur majorité, et le Rassemblement national ont voté contre le principe de régulation de l'installation des médecins généralistes. Donc, y compris quand vous entendez parfois Marine Le Pen, d'autres, dire qu'ils défendent les oubliés, la France périphérique, les territoires ruraux, ils ont voté contre la régulation de l'installation des médecins sur le territoire. Les budgets, j'y reviens pas, mais tu as parlé de 5 milliards qui manquaient pour l'hôpital. Je crois que la Fédération hospitalière de France disait 4 milliards dans le PLFSS de cette année, le budget de la Sécu. 4 milliards, c'est exactement ce que Sanofi a décidé de reverser à ses actionnaires l'année dernière.
Donc après, c'est des choix. Est-ce qu'on prend l'argent des actionnaires de Sanofi pour financer la santé publique, ou est-ce qu'on utilise l'argent public pour subventionner les actionnaires de Sanofi? Voilà. Au-delà même de la discussion sur dépenses militaires ou pas, parce que peut-être qu'il y a des avis différents sur cette question-là. Mais il y a aujourd'hui, y compris dans le système de santé, des gens qui font des profits considérables et que cet argent pourrait être mieux utilisé. Revoir la tarification pour sortir de cette logique où il faut faire les actes qui rapportent, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le patient. Ça vaut pour l'hôpital, ça vaut aussi pour les médecins généralistes. Et le suivi d'un patient qui a une maladie chronique, eh ben, ce n'est pas forcément à chaque fois qu'il vient vous voir qu'il passe à la caisse. Il faut que le médecin il ait aussi une forme de rémunération forfaitaire, parce qu'il suit cette personne au long cours, et puis parfois ça va prendre du temps, et puis parfois un peu moins. Il faut aussi avoir cette logique-là. Il y a des solutions qui existent sur les salariats de médecins par les communes. Nous, on défend le fait qu'il y en ait aussi peut-être par la sécurité sociale elle-même. Dans des centres de santé municipaux, ça existe. Ça existe dans certaines communes, pas loin d'ici, dans beaucoup de communes. La région Centre-Val de Loire elle-même a décidé de salarier des médecins. Ici, la présidente de région a seulement promis un bus avec un médecin itinérant. Bon, c'est déjà mieux que rien, parce qu'au départ, elle ne voulait rien faire, mais on voit bien que ce n'est pas satisfaisant par rapport aux besoins. Et ça répond en plus à un besoin, à une volonté des médecins de travailler en équipe, d'être salariés, de pouvoir se concentrer comme ça a été dit. Plus de sécurité sociale, j'en ai parlé, et c'est le contraire qui est fait. Et encore cette semaine, à l'Assemblée, on nous a soumis une loi, soi-disant, sur l'intéressement et la participation dans les entreprises, dont l'essentiel est une réduction des exonérations de cotisations sociales. En disant aux salariés, comme ça, vous aurez un petit peu plus. Oui, sauf que 6 mois après, on vient les voir et on leur dit, ah, on va peut-être augmenter les franchises médicales, ah, on va peut-être dérembourser les soins dentaires, ah, il faudra peut-être, etc., etc., il faudra travailler plus longtemps pour la retraite. Chaque fois qu'on dit moins de cotisations, ça veut dire derrière moins de protection sociale prise en charge collectivement, et à la fin, ça coûte plus cher quand chacun doit se payer son assurance privée. Enfin, il suffit de voir aux États-Unis comment ça fonctionne. Ça coûte moins cher de mutualiser ces coûts-là. Plus de souveraineté aussi. J'étais au salon du Made in France il y a 15 jours, et on a vu les syndicats des fabricants de masques. Et ils nous ont dit, le ministère des Armées vient de passer une commande de 45 millions de masques chirurgicaux pour ses stocks. Et ils ont fait appel à un fournisseur asiatique. Les mêmes qu'il y a 2 ans, 3 ans, on est allé sortir pour qu'en catastrophe, ils soient capables de produire des masques parce qu'on était rendu à une situation de dépendance totale. Et au lieu de se dire, au moins quand c'est la puissance publique qui commande, oui, ça coûte plus cher, mais on paye des fournisseurs français parce que le jour où il y a une nouvelle pandémie, on sait qu'on a l'outil de production, on sait qu'on a les salariés qui savent le faire tourner et on peut l'utiliser davantage. Eh bien, non. Même chose sur les médicaments. Aujourd'hui, trouver du Doliprane ou des antibiotiques, c'est quasiment devenu un parcours du combattant. Eh bien, non. Si Sanofi ne veut pas le faire, il faut qu'un pôle public du médicament puisse le faire. En tout cas, c'est des propositions. Quand j'ai porté ça à l'Assemblée, le ministre de la Santé précédent, M. Braun, m'a répondu, mais je ne comprends pas, ça existe déjà, la pharmacie centrale des armées. Mais ce n'est pas la pharmacie centrale des armées qui va produire du Doliprane ou de l'amoxicilline pour la population française. Elle a d'autres choses à faire, et je pense suffisamment importantes. Après, s'il y a un savoir-faire qu'on peut étendre, pourquoi pas. Et vous voyez même le niveau auquel ils refusent de penser la question. Qu'on nous dise qu'est-ce que ça pourrait être, regardons, faisons une mission, évaluons, pourquoi pas, mais qu'on ne nous dise pas ça existe déjà, alors que tout le monde voit bien qu'il y a des pénuries de médicaments. Bref, plus de services publics, plus de sécu, plus de souveraineté, plus de partage, je l'ai dit. Et puis, tout ça, ça ne viendra pas tout seul, et je pense que ça a été dit très clairement. C'est par la mobilisation de la population et des professionnels et des élus qui le souhaitent qu'on peut obtenir des décisions et surtout ne pas laisser passer des choses qui s'aggravent continuellement et puis travailler à des propositions concrètes. Je pense que c'est le but de ce qui a été engagé ici. Moi, je suis très impressionné par la qualité des interventions dans la salle et ici, le travail de préparation qui a été fait. Et évidemment, je soutiens pleinement la création de ce comité et s'il faut, j'espère que tout le monde a laissé ses coordonnées pour être sur le petit papier pour que ça continue sur d'autres rendez-vous, d'autres démarches et des actions, parce que ça a été exprimé beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.